Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Et bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 27. Dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement dans le neutral. Et voilà, une nouvelle semaine qui s'achève, enfin presque. N'oubliez pas que le Zap Crypto vous accompagne même le samedi et qu'on se retrouvera en live dimanche soir. Merci à tous pour vos messages de soutien, plein de bienveillance qui déferlent maintenant sous tous les Zap Crypto. Je n'oublie pas nos zappeurs et zappeuses de l'ombre qui, sans un mot, apportent tout de même une force incroyable à la chaîne en continuant de regarder le Zap Crypto jour après jour. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et comme vous le dites si bien, longue vie au Zap Crypto. Entrons tout de suite dans le vif du sujet et rassurez-vous, vous n'avez pas encore raté le train. Les crypto-monnaies sont encore marginales et bien que 3% de la population en possède actuellement, on estime que l'adoption mainstream n'interviendra que d'ici 2030. Cela fait de vous aujourd'hui des pionniers de la crypto-monnaie et oui, vous êtes ici. Mais revenons à nos moutons. 2 études réalisées par BCG et Blockware parviennent à la même conclusion, l'adoption des crypto-monnaies n'en est encore qu'à ses débuts. BCG estime qu'environ 0,3% de la richesse individuelle est détenue sous forme de crypto-actifs, contre 25% conservés sous forme d'actions et de titres. L'écart entre les deux présente une marge de croissance gigantesque. L'adoption d'une nouvelle technologie suit presque toujours un schéma bien précis. D'abord, quelques innovateurs, des passionnés adoptent une nouvelle technologie. Ils sont aventuriers et prennent des risques, motivés par l'idée d'un monde qui change. Puis vient le tour des adopteurs précoces. Ils représentent environ 13,5% de la population. Ils veulent être les premiers à saisir l'opportunité du changement. Ensuite vient l'adoption par la majorité précoce, très à l'aise à l'idée de modifier son comportement dans la mesure où cela améliore son quotidien. Ils représentent un tiers de la population. La diffusion de l'adoption continue alors son chemin vers un autre tiers de la population, la majorité tardive. En d'autres termes, les sceptiques. Ils ont tendance à adopter les idées plus tard que les autres et souvent par nécessité sociale ou économique, poussés par les normes du système. Enfin, le reste de la population, les retardataires, en général plus âgés, éprouvent moins de nécessité à s'adapter. Ils voient l'innovation d'un œil méfiant et les adoptent sur le tard, au point que les innovateurs originaux considèrent la technologie en question comme obsolète. Prenons l'exemple de Facebook par exemple. Créé par Mark Zuckerberg, Facebook a d'abord été utilisé par quelques étudiants du campus d'Harvard. La technologie s'est ensuite diffusée auprès des jeunes des pays développés, et plus tard, Facebook a conquis des parts de marché dans des pays en voie de développement et auprès d'une population plus âgée. Aujourd'hui, même les seniors utilisent Facebook, qui est par ailleurs boudé par la jeune génération qui lui préfère TikTok. Mais alors, que donne la courbe de l'adoption des crypto-monnaies comparée par exemple à celle de l'Internet ? Aujourd'hui, 63% du monde est connecté à Internet. Si nous atteignons ce taux de pénétration à l'échelle des crypto-monnaies, cela nous amène à une market cap de 17 000 milliards de dollars, soit un bitcoin à 400 000 $ d'ici à 20 ans. De quoi vous garantir une belle retraite. Les acteurs institutionnels de la finance ne s'y trompent pas puisqu'ils ont doublé leurs investissements l'année dernière pour atteindre 70 milliards de dollars. L'intérêt des institutions pour les cryptos vient d'une raison très simple. Leur performance est exceptionnelle. Le Bitcoin a été l'actif le plus performant de la décennie avec une croissance annuelle moyenne de 230%. Les estimations les plus prudentes tablent sur une croissance à venir de 50% par an et ça, sans compter sur l'euphorie des marchés haussiers comme nous en avons connu en 2021. On passe tout de suite à l'actu suivante qui concerne cette fois-ci la fusion de l'Ethereum qui rencontre en fait quelques problèmes. Donc pour rappel, le 15 septembre, l'Ethereum va connaître la mise à jour la plus importante de son écosystème, à savoir The Merge, ou autrement dit en français, la fusion. Et littéralement, tout le marché de la crypto a les yeux rivés sur l'Ethereum en ce moment. Mais alors là, coup de massue quand un des développeurs de l'Ethereum a annoncé qu'un bug avait entraîné une perte de données dans la dernière version. Il a également expliqué donc sur Twitter qu'il s'agissait probablement donc d'un pull request qui avait fusionné avec le nouveau modèle de stockage. Il a également expliqué que le problème de perte de données se produit seulement à l'arrêt. Et donc c'est pour ça que durant les tests, ils n'ont pas détecté cette erreur. Mais heureusement, très rapidement, les développeurs ont réussi à trouver un correctif pour ce bug. Et ils ont rapidement conseillé à tout le monde de faire leur mise à jour. Donc pour l'instant, plus de peur que de mal, mais le fait même d'avoir trouvé donc un bug après les tests laisse penser quand même que même après la mise à jour, ou du moins pendant la mise à jour, on pourrait assister à des bugs qui n'avaient pas été prévus et ça malgré les nombreux tests. J'espère sincèrement que la mise à jour elle va bien se passer parce que si c'est pas le cas, ça pourrait avoir un terrible impact sur le cours de l'Ethereum et peut-être même plus globalement sur tout le marché de la crypto. Mais à court terme, ça pourrait faire énormément de mal au cours de la crypto. Et je pense qu'en ce moment, on n'a clairement pas besoin de ça.
sachez que personne ne peut vous empêcher d'accéder à Bitcoin. Avoir son nœud Bitcoin chez soi, c'est très facile. Il y a des vidéos sur Internet qui permettent de vous expliquer comment faire. Et si vous avez votre propre nœud, c'est pas très cher. Sur un vieux PC qui traîne, ou même si vous achetez un petit Raspberry, c'est pas si cher que ça. Eh bien, vous avez votre liberté et Jeannette ne pourra plus vous empêcher d'avoir accès à Bitcoin. Donc, Bitcoin est déjà à un niveau de décentralisation finalement qui est stratosphériquement meilleur que Ethereum. Et concernant la vie privée sur Bitcoin, bien effectivement, le Whirlpool qui est proposé par Samurai Wallet, par exemple, mais c'est pas le seul, ne peut pas être arrêté par personne. Voilà, il est bien moins arrêtable, beaucoup plus inarrêtable, je sais pas comment dire ça, que n'importe quoi. Donc, la vie privée sur Bitcoin, on y a accès si on le souhaite. Maintenant, la vie privée, attention, la liberté a un prix, attention. Si Jeannette décide que les coins qui sont passés par des mixeurs ne sont plus les bienvenus chez Coinbase, chez Binance, etc., il y a des chances que Binance ou Coinbase ne les acceptent plus. Rappelez-vous, ces gens-là sont dans la main des Américains. Staking Ethereum, Coinbase lance le token CBETH. Bon, bah ça c'est pas mal, une nouvelle chose. Allez, vous allez renseigner parce que je vais pas en parler une heure. Et puis Coinbase vient de lancer le CBETH, un token utilitaire qui peut être échangé en dehors de l'exchange et utilisé dans la plateforme DeFi. Donc ça c'est important pour ceux qui sont un peu ancrés dans notre système, qui connaissent déjà un petit peu tout ça. Vous allez voir ça, vous renseignez évidemment. Tout le monde doit le savoir normalement aujourd'hui. Sur les 19-29 ans, au niveau des hommes, on a 42% de cette population qui a déjà investi dans la crypto-monnaie, donc c'est la partie la plus importante. Donc voilà, on s'en doutait que c'était les hommes assez jeunes qui investissaient le plus dans les crypto-monnaies. Et on a tout de même au niveau des femmes aussi 17% des femmes dans 18 et 29 ans qui ont investi dans les crypto-monnaies. On a aussi plein de statistiques intéressantes. C'est les hommes bien sûr qui représentent toujours la majorité des crypto-monnaies. Moi je le vois aussi dans les analyses, dans les statistiques en fait des vues sur mes vidéos. On a 23% des hommes qui ont déjà acheté, 9% des femmes. Et quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la partie NFT. Il y a à peine 2% des Américains qui ont déjà acheté des NFT, donc c'est vraiment très très faible par rapport aux crypto-monnaies. Et c'est là en fait on voit qu'au niveau de la partie 18-29 ans, on a plus de femmes qui ont acheté des crypto-monnaies, 7%, par rapport aux hommes, à peine 5%. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a plus de femmes dans certaines catégories qui achètent des NFT que les hommes. Donc c'est un marché qui semble être plus équilibré dans la parité homme-femme avec les cryptos. La deuxième actu concernant Do Kwon, à savoir le fait qu'il aurait été trahi. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Do Kwon a répondu à une interview sur YouTube. Et durant cette interview, il a notamment indiqué que le jour du dépeg donc de l'UST, il était à Singapour, il s'est réveillé le matin et il a vu un gros drama sur Twitter. Mais il indique qu'il s'était pas inquiété et qu'il avait simplement rassuré les personnes par message. Ce qui a été selon lui une énorme erreur. Mais plus important encore, il déclare qu'il y avait sûrement donc une taupe chez Terraform Labs. En fait, selon lui, il y a un ou plusieurs acteurs anonymes qui savaient exactement donc comment créer une faille dans l'algorithme de Terra et qu'ils avaient donc toute la stratégie et le plan à utiliser pour gagner plusieurs millions voire milliards de dollars. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il admet qu'il voulait pas forcément voir en face les failles de son algorithme et qu'il a préféré donc prétendre qu'il était tout simplement invincible. En fait, rien que le moment où on a eu la première phase de crash du Terra Luna qui était passé donc de 80 ou 90 dollars à autour des 30 ou 40 dollars, il aurait dû s'inquiéter plus fortement et mettre en place des actions pour tenter de limiter la casse. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait et ça a conduit au terrible crash qu'on a connu donc sur le Terra Luna. Concernant donc l'interview en elle-même, il y a eu pas mal de personnes qui ont insulté le youtubeur et ça pour la simple raison qu'ils trouvaient en fait que Do Kwon était trop calme, qu'il n'avait tout simplement aucune idée du mal qui avait été causé à cause du Terra Luna. Je rappelle qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont tout perdu, qui avaient fait par exemple bêtement donc all-in sur l'UST et ça pour profiter des rendements de stacking de 20% par an et qui se retrouvaient littéralement avec plus rien. Il y a même des personnes qui ont malheureusement mis fin à leur vie avec cette histoire. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Do Kwon dit la vérité dans son interview ou bien que ce serait même lui la taupe de Terraform Labs?
Je vais vous donner quelques nouvelles du côté de HoloRide, qui est aussi un projet majeur construit sur l'écosystème Elrond. Il y a aussi eu une interview du CEO d'HoloRide, Niels Volny, et il y a peut-être dedans quelques informations intéressantes. Je vous mettrai cette interview dans la description si vous voulez tout lire. La possibilité pour les utilisateurs d'augmenter et d'améliorer leur expérience dans HoloRide, avec par exemple la personnalisation de leur expérience dans le véhicule ou de leur avatar avec un NFT de la collection HoloRide. Donc c'est la première fois que je vois cette info, il y aura une collection de NFT HoloRide. Pour les holders du token Ride aussi, qui pourront participer à des événements spéciaux, ils auront un accès à des contenus et des collectibles rares. Également, cette technologie HoloRide va être implémentée dans des véhicules, dans des modèles d'Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Audi e-tron, e-tron Sportback et e-tron GT, aux États-Unis et en Allemagne d'abord, fin 2022 à l'automne, puis ça va s'étendre au reste du marché européen en 2023, et également le marché asiatique. Également un autre point intéressant, du coup là c'est confirmé par le CIO, même si leur priorité c'est d'abord d'utiliser HoloRide pour les voitures, et le but long terme c'est d'apporter ces expériences HoloRide dans plein de véhicules. La question c'était est-ce que ça va être étendu aux avions, aux trains, aux bateaux ou à d'autres modèles de transport? La réponse est oui, mais à court terme il se concentre sur les voitures. On débute les actualités du jeudi avec une mise à jour sur l'affaire de Tornado Cash. Tout d'abord, alors qu'il y a quelques semaines, la plateforme pour développeurs GitHub avait supprimé le code du protocole Tornado Cash suite à la mise sur liste noire du projet par le régulateur américain, on apprend aujourd'hui que le professeur en cryptographie John Hopkins a publié un fork d'archivage du code source de Tornado Cash sur GitHub à des fins de recherche et non de déploiement, car il estime que ce code permet d'en apprendre beaucoup sur le concept de confidentialité dans les cryptos, et il déclare que ses élèves s'en servent pour approfondir leurs connaissances, et donc la perte de ce code serait préjudiciable à la communauté des chercheurs. À savoir que le professeur John Hopkins participe également au développement du projet Zcash qui propose une solution de paiement anonyme, et son opinion est que l'application de sanctions économiques contre un logiciel open source est une première dans l'histoire américaine, et qu'il s'agit là d'une atteinte à la liberté d'expression. Et pendant ce temps, aux Pays-Bas, Alexei Pertsev, un des développeurs de Tornado Cash accusé d'avoir facilité des blanchiments d'argent, est toujours retenu par les autorités malgré l'absence d'inculpation officielle, et hier la justice a même rejeté sa libération sous caution, le condamnant ainsi à passer 90 jours supplémentaires en prison, et donc on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la première audience publique. Le truc c'est qu'aujourd'hui on voit que le marché est très tendu, on essaie de se concentrer sur une ou deux choses, on regarde qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'ensemble macroéconomique. Moi, ce que je regarde globalement, c'est que finalement, on est en train de se poser des questions sur une décision de un seul mec qu'on doit jouer à pile ou face. Et finalement, cette décision va nous rassurer. Autre chose qui devrait d'ailleurs nous rassurer, c'est le fait que finalement, hier, on a eu pas mal de PIB qui ont été publiés, enfin deux en tout cas, des relectures de PIB. L'Allemagne a sorti un PIB en croissance de 0,1%. C'est l'euphorie, c'est génial. Bon, on n'a pas encore intégré complètement la pêche qu'ils vont se prendre dans la figure avec l'effet du prix de l'électricité qui va leur tomber dessus durant l'automne. Mais pour l'instant, croissance du PIB en Allemagne, on est les champions, c'est génial. Et puis alors aux États-Unis, pas de croissance du PIB puisque le PIB américain après relecture est sorti à moins 0,6 alors qu'avant on attendait moins 0,9, donc c'est génial. Ça remonte. Ça va beaucoup mieux, l'économie américaine est en pleine forme, c'est les meilleurs du monde comme d'habitude, et comme dans tous les films hollywoodiens, à la fin, c'est les Américains qui gagnent, et donc vraiment super bonne nouvelle, le PIB beaucoup moins grave qu'avant, bon, toujours en négatif, qui théoriquement devrait nous conforter dans l'esprit qu'on est peut-être quelque part quand même au bord de ce qu'on pourrait qualifier une récession, et bien comme on en a parlé déjà récemment, la définition même de la récession a complètement changé dans la tête de monsieur Biden, de madame Yellen, donc ils nous transmettent à nous, pauvres mortels, cette nouvelle définition, ce qui fait que finalement vous pouvez vous taper 4 ou 5 trimestres de croissance négative, et tout va bien, il n'y a pas de souci, tout a changé, tout est différent dans ce monde merveilleux. On continue avec quelques petites news que je vous ai mis en place. Des tensions sur les taux italiens obligent la BCE à agir. Donc en réalité, on est en train de s'accorder à dire que la BCE soutient directement l'inflation, car elle est encore relativement complaisante avec les pays européens qui sont fortement endettés, qui ont du mal à répondre à l'inflation, qui ont du mal, entre guillemets, à soutenir le pouvoir d'achat dans leurs pays respectifs. Donc, le résultat qui se passe, c'est que malheureusement, la BCE augmente bien moins vite les taux que la Banque centrale
américaine. Et ça, vous l'avez de façon extrêmement claire. Vous avez beaucoup d'informations dans ce sens-là, et ça impacte directement le pouvoir d'achat des ménages, mais hors France, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est soutenu. Le gouvernement soutient le pouvoir d'achat. Et il y a des soucis par rapport à ce soutien-là, puisqu'on vient d'apprendre que le redémarrage de 4 réacteurs nucléaires était retardé. En réalité, le marché se positionne toujours par rapport à des informations qu'il a à l'instant T. Et il les traduit et il s'équilibre par rapport à ces informations-là. En somme, si on n'avait pas eu de bouclier fiscal, jusqu'à preuve du contraire, on aurait pris près de 35 à 40% d'augmentation sur notre facture d'électricité. Or, actuellement, c'est 4%. Ces boucliers fiscaux, ou ces boucliers énergétiques, ou ces tickets resto qui sortent du chapeau, si vous voulez, en réalité, coûte énormément d'argent à l'État français, au gouvernement français. Donc ce sont des finances publiques qui sont directement impactées dans nos portefeuilles à retardement. Donc ce qu'on est en train de dépenser aujourd'hui, c'est de l'impôt futur. Toujours. Ce sera toujours de l'impôt futur. Ce qui, de toute manière, aura un impact sur le pouvoir d'achat. Pas aujourd'hui, mais qui aura un impact sur le pouvoir d'achat demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, etc. Ce type de situation, au niveau du bouclier économique ou du bouclier énergétique, ne sera pas tenable dans le temps. Donc on est en train de finalement de jouer la montre. La BCE joue la montre, les pays européens jouent la montre, la Fed joue un petit peu moins la montre et compte de façon extrêmement brutale, ou en tout cas tente de contrer extrêmement brutalement l'inflation actuellement. Le gaz naturel rebondit encore, on est repassé sur un quasiment proche ou un nouvel ATH aux alentours des $8. Allez, on commence comme d'habitude sur le Dixie, le dollar, le grand patron. Bon, là j'avais fait des petites annotations pour du coup Twitter, donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a énormément de personnes qui sont en train de parler comme quoi, voilà, c'est le début du bull run, c'est un double top sur du coup le Dixie, le dollar. Donc là, donc eux ce qu'ils voient c'est ça, un double top. Moi ce que je vois en fait, pour le moment, c'est pas un double top. Parce que là, tout le monde est en train de vraiment de dire, allez, c'est parti, on repart, c'est le bull run, to the moon, to the moon. Mais moi, personnellement, en tant qu'analyste, je ne peux pas dire que je vois un M. Là, je vois rien du tout. Je vois, ok, donc comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, il y a eu un petit échec juste avant, du coup, le dernier top. Mais c'est rien, c'est juste une petite pause avant de réussir à le percer plus profondément. Regardez, pour faire un double top, c'est très simple. Donc déjà, il faut un haut plus bas que le précédent, donc là on l'a bien eu, je l'ai mal dessiné, mais bon de toute façon c'est tout petit, on peut pas trop bien voir. Et ensuite il faut qu'on arrive à casser ici la neckline, d'accord? Donc c'est comme un W, il faut qu'on casse la neckline pour le valider, parce que si on s'arrête ici et qu'on refait un plus bas, c'est pas bon, et en plus derrière ça fait une épaule, tête-épaule. Donc là, pour le moment, je ne vois rien du tout. Donc ça ne sert à rien de s'exciter. Et même avant de venir casser les 104.636, donc précisément, donc le niveau à break, déjà, il faut venir péter le premier arrêt au niveau des 107.50 points, ensuite des 106,40 et surtout venir péter toute la zone de rechargement de longue. D'accord? Donc là, il y a énormément de support avant de faire un niveau plus bas. Donc s'il vous plaît, faites attention aux émotions. Et aussi, c'est intéressant de dézoomer un petit peu. Donc là, je vois pas mal de monde en 1 heure, 4 heures, daily, même des fois ça fait du bien de venir regarder en weekly, donc une bougie est égale 1 semaine. Et pour le moment, moi je vois surtout une grosse accélération et pas de signe de retournement. On attend un petit peu de voir comment va se comporter le Dixie, surtout soit demain parce qu'il y a pas mal de news, mais surtout la semaine prochaine. Bon voilà pour le Dixie, il n'y a rien à rajouter, juste on est en train de se battre sur les 108, 109 points, voilà, entre ces deux gros niveaux. Pour le moment, on est plutôt aux $21 000, plutôt en train de faire un drapeau ascendant pour, on l'espère, ne pas casser le drapeau par le bas pour crash. Mais je vous rappelle également que l'objectif d'un drapeau ascendant n'est pas les $19 000, mais la hauteur du mouvement entrant reportée au niveau de cassure du bas de drapeau, c'est-à-dire à peu près les $10 000. Donc effectivement, attention, il ne faudrait selon moi absolument pas casser le dernier plus bas, situé à $20 800. On a des difficultés à casser la résistance et finalement à partir to the moon d'un seul coup et à faire une Bart Simpson inversée, et on manque pour le moment sévèrement de force acheteuse pour repartir aux $23 000. Et par conséquent, on a plutôt l'impression pour le moment d'avoir un cours qui consolide, qui corrige légèrement, qui fait des feintes de reprise de hausse pour finalement mieux reprendre de l'élan et mieux poursuivre la baisse. Les gens qui sont en train d'acheter ici sont en train de mettre leur stop sous ces creuses qui accumulent beaucoup de liquidités ici. C'est pour ça que ça serait intéressant pour le marché d'aller chercher ces valeurs. On vient de voir qu'on a tenté de résoudre le range au nord,
Ici, on n'a pas réussi, on est juste venu faire une petite mèche faiblesse, les M se reforment, ça c'est pas du tout bon signe. Ça veut dire que en gros, à l'instant T de ce qu'on voit, et même si on regarde ici, par exemple si on prend les corps de chandelle, on peut se dire qu'on a tenté de résoudre le range au nord, on a pris la liquidité des vendeurs, et le fait d'être venu d'abord chercher les stops des vendeurs en accumulant autant de creux, c'est pas bon signe. Ça veut dire que possiblement la direction serait baissière et qu'on a capturé les vendeurs. Maintenant, ce qui est assez bizarre, c'est que sur les contrats dérivés, il y a quand même beaucoup de funding négatif au sein de ce range. À tout moment, il ne faudrait pas être étonné qu'on ait un short squeeze, si vraiment on ne résout pas la range, qu'on ait un truc comme ça. Si le discours cet après-midi est bullish, que le S&P 500 il monte, etc. fortement, il y a de grandes chances que le Bitcoin vienne et qu'il puisse s'affranchir vraiment de cette zone et faire un short squeeze. Donc ça, faut faire attention, ça m'étonnerait vraiment pas. On va passer au vendre Ethereum en 2 jours lit. On dirait que Ethereum reprend du poil de la bête, contrairement au Bitcoin qui galère un peu. Puisqu'ici déjà cette grosse résistance support qu'on a eu dans le passé fait office de nouveau de gros support. On est également dans un range un peu parallèle sur le Ethereum comme sur le Bitcoin, sauf que là c'est plus vertical sur le Ethereum. On teste pour l'instant le bottom de ce range, comme sur le Bitcoin on se fait rejeter par le bottom de ce range, combiné avec une divergence boule, puisque sur le Bitcoin il me semble qu'on n'avait pas de divergence boule. Ici ça descend sur le RSI alors qu'ici ça monte. Prochaine résistance est ici, centre du range vers les, actuellement si on clôture aujourd'hui dessus, ça serait vers les 1894. Le projet Web3 Pirate qui est un futur, normalement, je dis bien normalement, un futur play to earn sur la blockchain Elrond. En tout cas, c'est l'intuition qu'on avait tous sur Elrond. Alors, je parle au passé, on va voir. Mais il y a plusieurs warnings que j'aimerais vous présenter, voilà, histoire de faire attention. Donc, il y a peut-être une issue favorable à toute cette histoire, il y a peut-être une explication que je vais essayer de développer, mais en même temps il y a des petits trucs qui laissent à désirer que j'ai découvert ces derniers mois, ces derniers jours, et voilà, je tenais à vous en faire part. Donc si on revient dans le passé, effectivement ce projet Web3 Pirate qui est affilié au projet Water, alors on ne sait pas trop si c'est de près ou de loin et quels sont leurs liens exactement, mais ce qui donnait confiance dans ce projet, c'était que Seaver, un des développeurs de la blockchain Elrond, avait partagé sur Twitter les actus un petit peu en début de ce projet NFT et Play to Earn, avait voilà, fait des tweets concernant ce projet. Donc ça mettait plutôt en confiance. Ensuite, on avait la plateforme de NFT anciennement Trust Market qui est devenue Xoxno qui avait catégorisé cette collection NFT en catégorie premium. Donc encore une fois, ça donnait un petit peu un gage de confiance. Depuis, il y a des choses qui ont bougé un petit peu. On a vu Benjamin Minkou, le CEO de GLD, diffuser une image où il y avait tous les projets sur Elrond et il mentionnait sur ce panel Web3 Pirate. Alors ça ne veut pas dire que Benjamin Minkou valide forcément Web3 Pirate, mais voilà, ça donnait un petit côté confiance positif. Et il y a à peu près 3 mois, eh bien, l'équipe aussi a diffusé sur son site des règles d'un futur Play to Earn. Un des créateurs des Sims qui a soulevé 6 millions, qui a levé 6 millions de dollars du coup pour des jeux blockchain. Donc pareil les gars, si vous entendez parler de Will Wright, forcément tout ce qui est Sims ça a cartonné. Le prochain jeu du coup il y aura de l'argent, des connaissances, des contacts, il y aura tout ce qu'il faut. Donc ça risque de cartonner. Donc pareil les gars, soyez très attentifs. Hop hop hop, tu connais le zap communautaire? Passe de l'autre côté du zap et deviens toi aussi un zapper et une zappeuse à part entière dans le zap crypto. Pour ça, rien de plus simple. Sous chaque zap crypto, en commentaire, copie le lien de la vidéo et les timecodes de l'extrait que tu as choisi. Et n'oublie pas de laisser un titre à ton passage. Attention, pas plus de 2 minutes 30. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.